il y a des joueurs qui sont des élus physiques. Quand c'est possible que ces joueurs se blessent jamais, même s'ils jouent tous les minutes, tous les matchs, ils ont des joueurs qui ça semble qu'ils n'ont pas de risque. Si je gagne 15 millions d'euros, alors je peux avoir 10 kinés, 3 médecins. Ouais. Alors, c'est le prix à payer. Ouais. Chaque semaine, on fait un meeting, tous les médecins de toutes les équipes. Ah, d'accord. Okay. Et on présente des cas des joueurs. Pour vous aider entre vous. Ah, ok. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur News Tiki Taka. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un exceptionnel, quelqu'un qui bosse au Barça et c'est la première fois qu'on reçoit justement quelqu'un qui bosse directement en club. On aura plein de questions à lui poser et je commence sans attendre. Bonjour Bernat, comment ça va? Salut, ça va? Très bien. Écoute, c'est un plaisir que tu sois ici avec nous. Je te remercie vraiment. Pour vous mettre un peu en contexte, Bernat était mon professeur justement cette année au master de journalisme et c'est un médecin qui travaille pour le Barça Futsal. Il va nous expliquer un peu plus voilà quel est son rôle au sein de cette équipe. Mais voilà, pour commencer, je te laisse te présenter un peu. J'ai commencé, mais qui est Bernat? Du coup, qui es-tu? Alors c'est un plaisir d'être ici. Je vais essayer de mon mieux avec mon français parce que là... On va t'aider, c'est pas grave. Moi, j'ai travaillé à Paris il y a 20 ans. Alors là, j'ai des amis avec qui je parle français. Alors, au club aussi, dans ton équipe aussi. Dans l'équipe, il y a un joueur français, Madou Touré. Alors là, on essaye de parler un peu chaque jour pour se tenir au courant. Moi, je lui parle catalan. Et, très bien, très bien. Pour faire le bidirectionnel, on peut dire. Ouais, voilà. Moi, là, je suis médecin. Il y a 15 ans que je travaille dans la médecine de sport. Et petit à petit, moi, j'ai commencé à travailler dans le ring hockey. C'est un sport qui est pas très connu, mais ici en Espagne et Portugal, ce sont deux pays où le ring hockey il est très fort. Très développé. Alors, là, j'ai commencé à travailler dans l'équipe nationale d'Espagne. On a gagné des championnats du monde, des championnats d'Europe, tout ça. Et là, une fois que j'ai commencé à travailler avec les ring hockey, le Barça a une équipe professionnelle de ring hockey, alors j'ai commencé à travailler avec eux. Ah, ok. C'était ma façon d'entrer dans l'équipe. Là, j'ai passé 2 années dans l'équipe professionnelle de ring hockey. Aussi, on a gagné des championnats, tout ça. Et là, après, on a changé et j'ai commencé à travailler dans les futsal cette dernière saison. Un peu parce que ils essayent que tous les médecins du club changent un peu parce que là, si c'est possible, de temps en temps, on change. Parce que là, sinon, tu fais une seule spécialisation dans un seul sport. Et par exemple, les blessures dans le ring hockey sont totalement différentes que celles de futsal et totalement différentes de celles d'handball, par exemple. Dans l'handball, il y a beaucoup de blessures dans l'épaule, mais même si tu fais seulement de foot, tu te spécialises pas dans l'épaule. Alors, c'est une façon de club de former les médecins au plus complet, quoi. C'est ça. Ok. Et alors, même si j'ai déjà travaillé avec des équipes de foot normales, on peut dire normal. C'est la première fois que je travaille dans un foot si professionnel, parce que là, même si le ring hockey c'est une équipe professionnelle dans le club, l'équipe futsal, il y a un niveau un peu plus haut. Et j'ai beaucoup appris cette année parce que là, ce sont des blessures différentes que tu dois pas apprendre, mais tu t'adapter un peu, c'est ça. T'adapter à la façon de travailler. Mais là, c'est une année super cool au niveau médical, mais au niveau sportif. À niveau sportif, ça paraît. C'est pas très bien passé. Ouais. Mais là, bon, il faut commencer à travailler pour la saison prochaine. C'est sûr. C'est sûr. Ça ira. C'est justement ça dont on va parler, justement, le travail pour la saison prochaine. L'après-saison, c'est justement un peu le but de cette vidéo. Tu nous parlais très bien, voilà, de ton parcours. Tu as parlé aussi des joueurs français. Moi, je voulais savoir, voilà, pour commencer, toi, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus important dans une pré-saison? Est-ce que c'est les premiers jours, les sensations,
l'adaptation peut-être justement à des fois des nouveaux coachs, des nouvelles formes de travail. Peut-être d'une saison à une autre, les coachs peuvent changer aussi de dynamique. Et aussi peut-être les jours de récupération qui peuvent être dans la pré-saison importants pour ne pas cramer les joueurs, pour ne pas les physiquement les pousser à bout et qu'ils lâchent quoi. Qu'est-ce qui est le plus important? Là, en premier, il faut savoir que il y a des équipes qui font plusieurs pré-saisons pendant l'année. Okay. Parce que ça dépend des objectifs de l'équipe. Okay. Alors, il y a des équipes tu veux gagner la Coupe d'Europe. Alors là, en janvier, tu auras un bout qui sont les premiers croisements. Et là, par exemple, pendant Noël, il y a un petit pré-saison pour arriver à ces moments. La pré-saison, ce sont des moments pour travailler pour arriver au meilleur moment possible. Parce que là, on a le mois de juillet, le travail physique que tu peux faire là, ça va pas arriver au juin de l'année suivante. Ok, d'accord. Alors, par exemple, il y a des équipes qui font la pré-saison avec les buts d'arrivée super en forme les premiers 2 mois, gagner la plupart des matchs des premiers 2 mois, parce que là, si tu es une équipe pas top, si tu gagnes 20 points au début, les premiers 2 mois, c'est fait. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui font une super pré-saison avec les buts de gagner les matchs au début. Ok, dès le début, d'accord. Parce que la dynamique de l'équipe, ça va être mieux. Si tu gagnes quelques points, alors là, l'entraîneur, tu n'auras pas de souci. Alors maintenant, si au début, tu perds tous les matchs parce que tu n'es pas en forme, alors là, tu auras des problèmes. Ouais, ok. Alors, selon les buts de l'équipe, la pré-saison, c'est totalement différent. Ok. Donc, c'est propre à chaque équipe, voilà, comme tu disais. Et des équipes un peu plus haut de tableau qui vont. Est-ce que du coup, tu dirais que les équipes qui sont un peu plus haut de tableau, c'est-à-dire mieux classées, elles ont une pré-saison qui va plus sur le long terme et plutôt les équipes bas de tableau, une équipe qui va plus sur le court terme, c'est ça? C'est ça. Ok. En fait, maintenant, tu as la planification de toute la saison. Okay. Et tu sais quels théoriquement vont être les moments les plus durs de la saison. Alors, il y a une planification pour savoir. Ok. Je suppose que le calendrier est très important aussi. C'est ça. Après, tu vas avoir la chance que tu fais les croisements et tu as un groupe de la mort au début de Ligue des Champions, alors t'es mort. Ouais, c'est compliqué. Mais la planification à long terme, c'est super important. Il y a 20 ans, la pré-saison, les joueurs arrivaient les premiers jours, ils avaient rien fait pendant 2 mois et faire des vomissements et tout ça. Okay. Maintenant, ils ont 2 mois de vacances, mais il faut qu'ils travaillent pour arriver. Le premier jour de travail, super. Alors, ce sont les joueurs pros. Ouais. Disons que maintenant, ils ont la pré-saison et la pré-pré-saison. Bon, en fait, ils la font eux-mêmes, quoi. En fait, il y a la post-saison. Ok, d'accord. Il y a parfois que tu continues parce qu'il y a des équipes qui, dans les mois de mai, ils ont tout fini. Ouais. Ils ne recommencent pas que 3 mois plus tard. Et parfois, ils n'ont pas de contrat et ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, ils font un plan physique. Il y a plein de joueurs qui ont un coach personnel. Un coach personnel avec qui ils font le travail. Et là, pour arriver les premiers jours, pas à 100%, mais 90%. Ouais, ok, je vois. Ok. Et donc, tu parlais très bien de cette pré-saison qui diffère selon justement les équipes. La question que j'allais te poser, mais je pense qu'on en a un peu répondu, c'est est-ce que la pré-saison, ça peut être un facteur clé pour la réussite de la saison, mais disons que c'est plutôt le travail, si j'ai bien compris, le travail du médecin avec le coach pour savoir gérer les moments. C'est ça. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est que la préparation physique et la façon de jouer vont ensemble. Ah, voilà, ouais. Alors, c'est très important que les préparateurs physiques et l'entraîneur travaillent de la même façon, parce que parfois, il arrive un entraîneur qui est... Mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui viennent avec son préparateur physique, parce que là, s'il y a une équipe qui reste derrière et il défend seulement, alors la façon de travailler physiquement, c'est totalement différent. Et si tu dois aller au fond, comme Flick, quoi. Flick,
C'est pressing. Moi, c'est ça. Alors, la façon d'un entraîneur, on peut dire flic, on peut dire si il travaille pas de la même façon avec son préparateur physique, alors les joueurs vont se blesser, les joueurs vont pas arriver à ces moments de performance qu'on dit dans les moments clés dans les moments clés, ouais. Et alors la saison ira pas bien. Ok. Parce que parfois il y a des entraîneurs qui sont old school, qui sont régime militaire. Okay. Si on perd, on fait une extra saison les jours après. Ok, d'accord. Non, mais ça existe. Il y a du vécu. Je sens du vécu. Et alors là, cet extra saison, cet entraînement extra, ça sera quoi? Non, si nous sommes tous d'accord. Dès qu'il faut le faire, ouais. C'est ça. Mais là, il y a, je sais pas si tu as entendu dire qu'il y a les microcycles, les macrocycles. Ouais, ça me dit quelque chose, mais tu peux expliquer si tu veux. Les microcycles, c'est le planning de la semaine. Okay. Alors, selon le calendrier, ce seront les matchs que tu as à peine dans la semaine, le travail physique que tu vas faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça va être planifié d'avant. Ok. Et ça, c'est un microcycle. Et un macrocycle, c'est par exemple le mois. Dans un mois, tu as 4 matchs de ligue et 2 matchs de ligue champion. Alors, comment on fait les entraînements, comment on fait les jours de repos, quels vont être les entraînements plus durs pendant la semaine, pendant les mois. Ok. Et à ce moment-là, c'est tout extra planifié. Alors, quand on parle des équipes à ce niveau-là, t'as de l'argent. Ouais, il y a de l'enjeu, ouais. Si t'as de l'argent, tu peux avoir des préparateurs physiques, des kinés, des médecins, mais il y a par exemple d'autres équipes, pas dans la première division, mais au futsal peut-être, ouais. Dans le futsal, Barça a tous les ressources, mais d'autres équipes de la Ligue, ils n'ont pas la possibilité de travailler comme ça. Okay. Et alors, par exemple, c'est un entraîneur old school qui lui, il décide comment on fait les entraînements, il fait les mêmes entraînements tous les jours. Ça, je le dis, pas avec futsal, parce que j'ai travaillé avec plusieurs sports et je sais que ça marche comme ça. Je ne veux pas accuser quelqu'un de futsal. Mais même dans les équipes de première division, dans des sportifs qui sont olympiques, choses comme ça, ils ont des entraîneurs qui font pas les choses comme ça. Ok. Ben, je pense que, pour résumer un peu ce que tu as dit, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est très important justement entre le préparateur physique et vous les médecins pour comprendre que les joueurs ont certains besoins et qu'il faut continuer à avancer. C'est préparateur physique, coach et médecin kiné, parce que là parfois on a des outils pour savoir maintenant si vous voyez les joueurs avec avec les maillots, on a des outils qui ça sert pour savoir combien de kilomètres ça court, à quelle vitesse, des changements de direction. C'est les espèces de brassières. Tu parles des espèces de brassières qui font comme ça. Ils ont c'est un GPS. Ouais. Une puce. Ils ont une puce derrière, voilà. Que ça mesure tout. Ok. Et même la même brassière, ça prend la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque par rapport à la vitesse, par rapport à les accélérations, tout. Alors, ça c'est une chose qui parce que de chaque séance d'entraînement, tu as millions et millions de data, qu'il y a quelqu'un qui doit interpréter. Les data analyse, justement. C'est ça. Alors, avec toute cette information, tu peux savoir des joueurs qui sont en risque. Tu sais que les limites d'accélération pendant une semaine, il y a un joueur qui a envie de jouer, qui est en train de courir plus qu'il a besoin. Alors, ce joueur est un risque. Et même s'il veut jouer, s'il court autant, il a le risque. Alors, notre travail, le médecin kiné, c'est parler avec les préparateurs physiques, avec les coachs et dire, ce joueur, fais gaffe, il y a même peut-être une partie de l'entraînement qu'il peut pas faire. Alors, cette décision, il y a un moment de la saison qui sont faciles, il y a un moment de la saison qui sont pas faciles. Parce qu'il y a un joueur qui est top et qui est en risque, et tu vas t'asseoir et dire, lui, il est en risque, mais tu joues semi-finale des Champions League.
alors il faut décider. Mais parce que là, si tu perds, voilà. Est-ce qu'on force le joueur un peu? Est-ce que voilà. Et là, ça c'est la partie la plus amusante de notre travail. Ok, d'accord. Parce que là, s'il n'y avait pas de problème, ce serait pas trop amusant. Il y a un joueur qui se casse la cheville. Bon, tu peux rien faire. Ce sont 2 mois. Voilà, ouais. Mais il y a des blessures avec ce que tu peux jouer. Ouais. Et au final, ça fait gagner des titres quand même à l'équipe. C'est ça. Se prendre ces sortes de décisions. Parce que là, il y a les joueurs, ils doivent participer à ces décisions parfois. Parce qu'il y a des joueurs qui, par exemple, si tu as un semi-finale de Champions League, ça va pas arriver. Mais parfois, il y a des joueurs qui ont un contrat, et ça finit le contrat dans 2 semaines, et ils doivent trouver une équipe. Ouais. Et ça, c'est pas avoir ça, c'est dans toutes les équipes. Il y a des joueurs qui savent qu'ils vont pas continuer à l'équipe. Et donc, ils veulent pas se blesser. C'est ça. Pour avoir le contrat, ouais, au bout. Ouais. Parce que si je prends on les comprend aussi. un petit risque et je me blesse pour 6 mois, là, il y aura pas une équipe qui va. Alors, et les plus professionnels, et ça veut dire le plus d'argent qui y a autour, ces décisions sont plus difficiles parce qu'il y a plus de monde qui participe à ces décisions-là. C'est sûr. C'est vrai que c'est compliqué de nous, enfin, de l'extérieur, peut-être qu'on se rend pas compte. Toi, tu le vis un peu de l'intérieur, comme tu disais, avec le futsal. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, surtout vous, les médecins. Et bon, en fait, voilà, nous, peut-être de l'extérieur, les gens qui regardent les matchs, ou même les supporters, ou même les journalistes, des fois, on a tendance justement à valoriser énormément le travail des joueurs. Mais c'est vrai que derrière, il y a toute une préparation. Et justement, je vais te poser la question, c'est quelle est la différence entre une pré-saison de futsal, si toi tu la connais, une différence entre la pré-saison de futsal et la pré-saison de foot à 11. Est-ce que tu dirais qu'il y a des différences? Alors forcément, le travail en salle n'est pas le même. La technique, c'est totalement différent parce que là, dans un match foot, tu dois courir 90 minutes. Et les changements illimités de futsal, ce sont une partie importante du jeu parce que là, tu joues 3 minutes et tu fais un changement et la façon de t'entraîner, c'est totalement différent. Parce que là, tu fais des bouts d'énergie de 3 minutes et le changement. Et là, c'est la même que basket, de tous les sports qui peuvent faire des changements illimités. La façon physique de s'entraîner, c'est totalement différent. Parce que là, dans un match foot, maintenant, il y a plus de changements et là, ça change un peu. Mais avant, c'était seulement 3 changements. C'est vrai. Tu dois être à 100% pendant 100 minutes et là, ça change. Mais aujourd'hui, il y a des professionnels sites préparés pour chaque sport que tu fais la préparation spécifique pour ton sport. Et je répète, pour la façon de travailler de l'entraîneur, parce que c'est un des points plus importants, c'est que la préparation physique va au même sens que la façon de s'entraîner de coach. Parce que parfois, le club a seulement l'argent pour embaucher. Non, pour embaucher seulement l'entraîneur. Ah oui, ouais. Et le préparateur physique, il est là et il a une façon de travailler. Alors, s'il est capable de s'adapter à la façon de travailler de l'entraîneur, mais et ça c'est pourquoi la précision ça pour s'adapter à la façon de travailler un des autres, le nouveau joueur. C'est la même chose avec des joueurs. Parfois, il arrive un joueur en pleine pré-saison où il vient d'arriver. Et parfois, même pas l'entraîneur l'a demandé. Oui. Parce que c'était l'entraîneur d'avant qui l'avait demandé. C'est vrai. Et qui a une façon de jouer qui ne s'adapte pas du tout à la façon de jouer de nouveau coach. Et ça, c'est pourquoi parfois, quand il y a un changement d'entraîneur au milieu de saison, il y a des joueurs qui disparaissent et des joueurs qui ne jouaient pas, qui soudain apparaissent et commencent à jouer beaucoup de minutes. Ouais, c'est sûr que ça doit aussi avoir un impact sur vous, votre manière de travailler. Justement, sur ce côté-là, comment vous organisez en fait pour prendre soin des joueurs? Alors, dans une équipe de futsal, il y a combien? 15 joueurs 15 joueurs. Je suppose que toi, tu ne t'occupes pas des 15 joueurs. Je suppose que
Bon, après, le Barça, c'est différent. Comme on a dit, c'est voilà un niveau au-dessus des autres futsal niveau professionnel. Mais est-ce que voilà, vous avez peut-être 4 joueurs attitrés, 5 joueurs attitrés, ou vous dialoguez justement entre vous et voir lui, il s'est passé ça et vous faites des petites réunions? Non, on fait des petites réunions chaque jour. Mais ça arrive avec tous les équipes Barça. Tu fais un saison, un réunion à Au début. 9h30. Ok. Parfois, ça dépend des équipes. Il y a parfois les kinés, les préparateurs physiques et les médecins, mais parfois il y a aussi les coachs. Ok. Et tu fais une actualisation de comment sont les joueurs. Ce que j'ai dit avant, ces joueurs, ils ne peuvent pas faire. Parfois, les coachs t'expliquent qu'est-ce qu'ils vont faire pendant l'entraînement. Ouais. Et là, cet exercice-là, peut-être c'est un peu trop intense. Et peut-être ces joueurs, il faut le changer pas 4 fois, 10 fois pendant le match. Il fait 1 minute. C'est l'avantage d'avoir une équipe multidisciplinaire qui peut s'asseoir 1 heure avant de l'entraînement et dire avec ces joueurs, on va faire ça, on va faire ça. Si tu as toutes les ressources, alors c'est plus facile. Si la décision c'est l'entraîneur et le préparateur physique, il y a personne d'autre, que ça arrive. Par exemple, il y a des équipes futsal dans la ligue qui n'ont pas un médecin tous les jours. Ouais. Il va à les matchs et s'il y a un joueur qui se blesse, mais pour prendre ces décisions-là, alors que parfois, ici on travaille avec des risques. Ouais. C'est pas un 100% sûr que le joueur va se blesser. Alors parfois, il y a des joueurs qui te disent, si je suis dans une équipe où il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de médecin, personne m'arrête, je joue et à la fin de saison, je me suis pas blessé et j'ai réussi à marquer 30 buts. Ouais, c'est sûr. Parce que là, comme on travaille avec des risques, c'est pas 100%. Alors, Ouais, on sait jamais. Il y a 50% de chances qu'il se blesse et que tu le perds pendant 4 semaines. Mais c'est 50%. Voilà. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends pas le risque? Et s'il y a un club où personne prend le risque, alors les joueurs continuent. Voilà. Et dans un 50% de matchs, il va se blesser. Mais dans un 50%, non. Alors. Ouais, c'est sûr. Justement, sur ce côté-là, je voulais savoir, est-ce que au niveau de la pré-saison, les entraînements spécifiques sont plus récurrents, c'est-à-dire ça arrive plus les entraînements spécifiques sur la pré-saison que tout au long de l'année. Parce que tu parlais très bien, justement, le coach a des entraînements prévus et je suppose qu'il y a des entraînements spécifiques hors des entraînements de gardiens, qui les gardiens, voilà, c'est différent. Mais les joueurs de champ, que ce soit au futsal ou au foot peut-être, est-ce que les entraînements spécifiques sont quelque chose de plus récurrent en pré-saison qu'en saison? Non, quand même, pas au futsal parce que des sports où la position change beaucoup. Ok. Parfois, si on adapte, par exemple, si tu as des joueurs, les pivots qui sont plus lourds, alors parfois, si tu changes un peu les entraînements pour éviter qu'ils font des sprints. Ouais, des sprints, ouais. Mais dans les football, dans les foot 11, il n'y a pas la position de 6, mais il n'y a plus d'entraînement spécifique. Par exemple, ok, d'accord. Parce que là, tu peux faire les attaquants, les défenses, et tu fais des exercices spécifiques. Ouais, des systèmes de jeu et ok. C'est ça. D'accord. S'il y a un exercice pour finir de la tête, un centre. C'est ça. Il n'y a pas besoin un central qui est tout le temps là. Alors, ok. Ça dépend des exercices, mais là, il faut différencier des entraînements tactiques et des entraînements physiques. Ouais, d'accord. Parce que là, si un joueur qui doit courir beaucoup, cet joueur peut-être doit faire une partie d'entraînement physique différent qu'un joueur qui est central, qui bouge pas et qui il doit rester là seulement en attendant que quelqu'un arrive. Aussi, indépendant de la façon de jouer du coach, parce qu'il y a parfois des centrales qui doivent arriver à l'autre point et il y a des équipes qui jouent là, à Getafe qui restent là et je bouge pas et j'attends que quelqu'un arrive. D'accord. Très bien. Il y a quelque chose aussi, on se posait la question, c'est un peu de savoir, est-ce que c'est vrai qu'il y a des joueurs plus fragiles que les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui est prouvé? Est-ce que c'est parce que dans le monde des médias, on entend énormément de choses.
lui physiquement il est pas prêt, ou lui il est fragile donc on va pas le transférer, ou alors lui il est pas assez rigoureux sur sa préparation physique. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs justement qui se blessent parce que ils ne font pas attention à leur physique, ou est-ce qu'il y a tout simplement des joueurs qui sont plus exposés physiquement et qui ont voilà une tendance à se blesser plus facilement? Ça, c'est une question difficile à répondre parce qu'il y a Plusieurs facteurs. Des centaines de facteurs. Et évidemment, si tu es un joueur pro, tu dois être le plus proche possible à la perfection. Avec l'entraînement invisible, ça veut dire des repos, de l'alimentation, de faire tous les travaux préventifs que les kinés, les médecins recommandent. Même si tu fais tout, il y a des joueurs qui font tout et ils se laissent. Alors là, à ce moment-là, il y a des études pour voir s'il y a des facteurs génétiques, par exemple avec les blessures musculaires. Okay. Les muscles, ça peut être plus fragile dans une personne. La même chose qui peut avoir les os plus fragiles avec l'ostéoporose. Alors, nous sommes en train d'étudier des facteurs génétiques, mais là, ce que je disais avant, c'est seulement un risque. Tu peux faire un test génétique et déterminer qu'il y a un gens qui dit que cette personne a plus de risque d'avoir une blessure musculaire, mais t'es pas certain qu'il va se blesser. Alors, prendre des décisions sur les risques d'un joueur, parce que, par exemple, tu peux lui signer 5 ans, et pendant ces 5 ans-là, il se blesse pas. Et après, il signe dans un club. Et là, ces gens s'exposent quand il a 30 ans et que ça commence à se blesser comme un fou. Mais là, tu peux pas le savoir. Peut-être il y aura un moment où tu pourras savoir ça. Mais ce qui est important, quand même, notre recommandation avec le joueur, c'est 100% de professionnalisation. Ouais. Alors, tu dois faire ça. Alors, à partir de ça, aussi, tu peux avoir la mauvaise chance qu'il y a quelqu'un qui vient d'un coup, te blesse, casse la cheville, et là, tu peux rien faire. Mais, avec toutes ces blessures, surtout les blessures musculaires, des tendons les blessures qui sont plus à l'aise avec ces problèmes-là, essayer de faire le mieux possible comme un pro, alors. Ok. Et aussi par rapport à ce qu'on disait, c'est un peu une question enfin une question, mais deux questions, on va dire. C'est-à-dire que on parle beaucoup justement, tu m'as parlé un peu de l'aspect particulier. C'est vrai que chaque joueur peut être différent selon différents facteurs. Il y a la question aussi qui se pose durant la pré-saison des voyages. Des voyages justement aux États-Unis, en Amérique du Nord des fois. Là, il y a la Coupe du Monde des clubs. On comprend bien que, voilà, comme tu as dit, les clubs, c'est pas A ou B, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que oui, si tu vas en pré-saison, tu peux avoir plus de chances de te blesser. Mais les clubs prennent peut-être ce risque pour justement avoir l'argent qui rentre, et c'est tout ce qui est professionnel. Maintenant, la question c'est, voilà, si les clubs prennent cette décision, c'est que forcément c'est rentable pour eux. Mais l'aspect médical en prend un coup, la santé des joueurs est quand même impactée. Là, évidemment, si avec un de ces voyages, tu gagnes 15 millions. 15 millions. Tu peux savoir que tu auras le meilleur hôtel, le meilleur avion. Tu peux voyager au moment que tu veux. C'est pas acheter un billet et voyager dans les moments. Trouver les moments, parce que tu peux choisir les meilleurs moments pour voyager, pour que les joueurs n'ont pas les jet lag. Alors, si c'est ton avion, tu décides quand tu peux voyager, et que l'avion sort à 10 heures du matin, parce que ça, c'est la meilleure façon que les joueurs se reposent pendant le voyage. Alors, arrivent, ils peuvent s'entraîner parce qu'ils auront dormi pendant le match. Ils auront toutes les commodités là-bas. Le problème, c'est que si tu fais ça avec une équipe qui n'a pas toutes ces ressources-là. Alors, évidemment, si tu n'as pas de repos, jet lag, tu arrives là, tu dois jouer un match à 40 degrés parce que c'est un contrat. Alors, évidemment, ça prend un risque. Alors, là, il faut prendre la décision. Si je gagne 15 millions d'euros, alors je peux avoir 10 kinés, 3 médecins. Alors, c'est le prix à payer. Ouais. Parce qu'il y a 30 ans, tu voyageais pas au Japon, en Chine, tu faisais la pré-saison ici. Tu es jeune, mais
Moi, quand j'étais jeune, la pré-saison de Barça, c'était ici en Catalogne. À côté de Barcelone. Ils allaient à Vic, ils allaient... Ils jouaient avec des équipes hyper amateurs. Ils gagnaient 30-0 tous les matchs. Ouais, c'est vrai. Ils ne voyageaient pas. Et évidemment, pour avoir les niveaux de jeu, évidemment, c'est beaucoup mieux de jouer contre une équipe top qui gagne 30-0. Ouais. Mais évidemment, si tu peux faire venir toutes les équipes à Barcelone, mais là, tu vas pas en Japon, tu vas pas les contrats, les joueurs ne vont pas. C'est pour ça aussi qu'il y a le trophée Gamper et tout ça. C'est ça. Alors là, c'est pas idéal, mais si tu veux tenir tout ce qu'il y a autour de Barça, il faut payer ces prix-là. Ok. Ouais, disons que en quelque sorte, ça rattrape parce que voilà, t'as une pré-saison qui se fait peut-être en Asie ou en Chine, mais en fait, comme tu disais, et les équipes pro, c'est ça, tout au long de la saison, ils vont pas avoir 10 kinés, 20 médecins, et au final, ça rattrape. Il y a aussi quelque chose, et ça va me permettre un peu de faire la comparaison entre le futsal et le foot à 11, c'est tu nous as parlé un peu de Mamadou Touré. Je crois que lui, il était au Barça Athlétique Futsal avant et il est monté, il est très jeune et forcément au foot à 11, on a Lamine Yamal aussi qui est très jeune et qui monte. Est-ce que le fait justement d'avoir tous ces jeunes joueurs qui montent de plus en plus, ça les expose plus rapidement justement à des blessures? Et au final, c'est un problème aussi pour vous parce que peut-être que il y a 20 ans, peut-être il y a 10 ans, vous n'aviez pas à traiter avec des gamins de 17 ans. Non. Le problème ici, c'est si tu joues beaucoup de matchs, chaque match que tu joues, il y a un risque pour se blesser. Okay. Ça c'est aussi le problème quand on parle de combien de matchs il y a dans une saison. Ouais. Il y a 80 matchs pendant la saison. Alors, si tu joues 80 matchs par rapport à quelqu'un qui joue 40, alors tu as le double risque, quand même, minimum, tu as le double de risque de se blesser. Alors, ces joueurs-là, tu as 17 ans, mais tu accumules, tu fais une accumulation des minutes et des risques de blessure chaque fois. Alors, peut-être quand il a 35, il aura des genoux. Non, oui, non, c'est vrai. Je veux dire, genoux, cheville. Oui, non, c'est sûr. Il n'y a rien à voir avec quelqu'un qui a commencé à jouer 80 matchs par année au 25 Ouais, à 25 ans, ouais, au haut niveau, ouais. Je fais toujours l'exemple d'avoir une voiture. Si avec la voiture, tu roules 10 000 km par année, tu as plus de chances qu'elle tombe en panne, ouais. Que ça marche pas. Alors, évidemment, il y a des joueurs qui sont des élus physiques. Ok. Alors là, quand c'est possible que ces joueurs se blessent jamais, même s'ils jouent tous les minutes, tous les matchs, quand on parlait avant des joueurs qui ont plus de risques, ils ont des joueurs qui ça semble qu'ils n'ont pas de risque. Ouais, il y a Koundé. Enfin, je te demande pas de parler de Koundé, mais c'est vrai que nous, dans la chaîne, et voilà, vu qu'on est français aussi, c'est vrai qu'on voit Koundé, il a fait tous les matchs cette année. D'ailleurs, il a mis un petit tweet et tout ça. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis. T'as l'impression que c'est un élu physique. Mais les sports professionnels, c'est un pyramide. Ok. Et par exemple, le foot, c'est un pyramide où il y a des millions de personnes qui jouent. Ouais, c'est sûr. Et alors là, il y a plus de chances les joueurs qui arrivent en haut, ce sont des élus. Aussi, tu vas avoir de la chance de trouver l'entraîneur, de mettre les buts à ce moment-là. Peut-être il y a un moment. Travail aussi. Mais il y a plein de joueurs qui travaillent. Ouais. Peut-être plus que toi. Ouais, c'est sûr. Mais il y a quelqu'un qui a la chance de mettre un but et jouer, ou d'être là quand les joueurs titulaires se blessent. Pas là. Alors, arriver ici, c'est extra difficile. Alors, il y a des joueurs, et ça, tu vas entendre, il y a des joueurs qui prennent aucun soin d'eux, ils font rien, et même comme ça, ils performent. Ils sont hyper forts, ce sont des élus. Évidemment, il y aura un moment où ça va changer. Mais peuvent peut-être tenir 10 ans. Mais il y a quelques de ces joueurs qui disent, bon, mais à ce moment-là, il y a un moment que j'ai commencé à me blesser. Mais maintenant, je ne me blesse pas. Je peux arriver 5 minutes avant, je fais rien. Mais bon, ce sont des joueurs qui ont des capacités extraordinaires. Et tu dois
insister. Mais ça arrive à un moment. Et alors, si tu prends l'habitude maintenant de prendre soin de toi, ce sera plus facile quand le moment arrive. Ouais, c'est sûr. Je pense que voilà, la chose, c'est que nous, on vit l'instant présent. L'instant présent, c'est justement tous ces jeunes joueurs qui performent au haut niveau. On verra dans 10 ans s'ils auront encore voilà la fraîcheur et tout ça. En tout cas, je pense que maintenant, on peut pas encore en parler. Je sais pas s'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais dire sur la pré-saison, quelque chose à ajouter. Non, mais en parlant de ça, par exemple, à ce moment-là, par exemple, j'ai eu des joueurs de ring hockey qui ne gagnent pas aussi d'argent. Il y arrive un moment j'ai eu des joueurs qui venaient à me parler, me disent tout ce que je dois faire pour que ma carrière. Ouais. Ok. Non, si je dois manger un kiwi, un kiwi au matin, 2 litres d'eau, tout ce que j'ai besoin de faire, parce que là, ils gagnent pas 10 millions d'euros, ils gagnent 2 000 euros. Alors, si pendant 10 années, je peux continuer à gagner 2 000, 3 000 euros, mais ma vie, ça va être beaucoup mieux. Il y a des joueurs qui prennent plus de conscience parce qu'ils savent que là, j'arrive et... là, si je gagne 10 millions d'euros et je suis sage, j'aurai d'argent pour toute ma vie. Mais si je gagne seulement 2 000 euros, et là, c'est un peu la différence avec des joueurs un peu semi-professionnels qui prennent plus de soin parfois que des joueurs professionnels parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une carrière un peu plus longue. Ouais, c'est sûr que bon, le Barça est un club multidisciplinaire et il y a pas mal de sections comme tu as dit. Donc c'est vrai que chaque section c'est différent, mais c'est vrai que c'est assez curieux ce que tu me dis de voilà, les médecins changent et je reviens un peu on refait la boucle un peu et je reviens un peu à ce que tu avais dit au début. Au final, le Barça est un club multidisciplinaire et les médecins changent et aussi ça vous permet aussi vous d'apprendre pas mal de choses. Non, en fait, on fait chaque semaine, on fait un meeting, tous les médecins de toutes les équipes. Ah, d'accord. Okay. Et on présente des cas des joueurs. Ah, pour vous aider entre vous. Ah, ok. Et pour apprendre et pour décider un peu, parce que parfois, on présente des blessures qui sont un peu différentes, un peu rares, on peut dire. Ouais. Et parfois, il y a un senior qui peut-être il y a 10 ans, il était sur le handball, et dit, moi, j'ai vu un cas comme ça. Et chaque semaine, on fait un meeting avec les médecins et les kinés, et on présente des cas des différentes équipes pour apprendre. Ok. Bah, écoute, c'était super. Merci beaucoup d'avoir répondu justement à l'invitation. On te souhaite que de la réussite, surtout avec le Barça Futsal. Pour Mamadou Touré, forcément aussi le français. Et je te remercie encore une fois. Je sais pas si tu as quelque chose pour finir la vidéo, mais en tout cas, on te remercie. C'est génial. C'est un plaisir de parler un peu de sport et d'une partie du sport que parfois tu vois le match et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, dans les équipes pro, il y a beaucoup de monde derrière d'un joueur pour réussir à arriver au meilleur moment possible. C'est sûr. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Biscal Barça, Biscal Nistegitaka.